Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous face à Michel Onfray. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Quel bonheur de reprendre le fil de nos échanges qui se sont interrompus un petit mois pendant l'été. Un été studio, j'imagine, vous avez beaucoup travaillé. Oui, je ne fais que ça. Écrit des livres et des livres. Au moins un. Au moins un pendant l'été. Oui. Et puis quelques opéras de Wagner Bayreuth. Oh, je descends de Lyon. Beau programme. En tout cas, c'est reparti pour une saison de débats, de discussions autour de l'actualité avec votre point de vue philosophique. Évidemment, on essaie toujours de mettre de la philosophie dans nos émissions. Au menu aujourd'hui, la vacance du pouvoir, Michel, et non pas les vacances du pouvoir. Nous avons battu le record de la 4e République en matière de gouvernement démissionnaire. Et oui, impossible n'est pas français. Le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet. Et le président de la République continue de consulter, certains diront de procrastiner. Qu'est-ce que cela symbolise à vos yeux? Une façon de ne pas prendre en compte le résultat difficilement lisible des élections ou de jouer la montre pour prouver qu'il reste le maître des horloges? On va voir ce que vous en pensez. La gauche ou encore le nouveau Front populaire se divise après un été où la dénommée Lucie Casse-Tête s'est rêvée en première ministre imaginaire de notre pays. Les appels à la grève se multiplient pour le 7 septembre et l'horloge tourne, encore elle, alors qu'il faudra présenter et voter rapidement le budget avant qu'il ne soit trop tard. La droite juge pour l'instant décevantes les discussions avec le président Macron. Alors à quoi jouent nos politiques? Encore une question que je vais vous poser. Parce que pendant ce temps, les Français voient leurs problèmes du quotidien perdurer. Pouvoir d'achat toujours au centre des préoccupations. Insécurité qui repart après la trêve olympique. La mort d'un gendarme fauché par un délinquant multirécidiviste à Mougins lors d'un refus d'obtempérer a provoqué une onde de tristesse et de colère dans le pays. On entendra les mots douloureux de sa veuve qui s'est exprimée mercredi. Elle a accusé la France d'avoir tué son mari en raison de son laxisme. Des mots chocs qui font grincer des dents le pouvoir et les hauts gradés. On va analyser cette grande colère française face à ce qui est ressenti comme une impuissance de l'État. Voilà pour le sommaire de notre face à Michel Onfray. On commence peut-être par cette drôle de pièce. Je ne sais pas si le mot drôle est le mot qui convient à Michel. Ce vaudeville qui se joue depuis la dissolution et les élections législatives anticipées de juillet dernier. Nous avons donc, je vous le disais, battu le record de la 4e République en termes de vacances du gouvernement. 38 jours sous la 4e, là on est au-delà. Aujourd'hui, tous les ministres qui sont en poste sont démissionnaires, donc condamnés à expédier les affaires courantes. C'est un vrai problème à vos yeux, ou est-ce qu'on peut continuer comme ça indéfiniment? Non, pas du tout. C'est le vrai problème. Je crois vraiment que le général de Gaulle avait fabriqué la 5e République parce qu'il disait des élections qu'elles étaient la rencontre d'un homme et d'un peuple. Et l'homme ne se servait pas du peuple pour le général de Gaulle. L'esprit des lois du général de Gaulle, c'était ça. C'est-à-dire l'homme sert le peuple. Avec Emmanuel Macron, c'est très exactement l'inverse. L'homme se sert du peuple, voire méprise le peuple. Il y a effectivement la lettre de la loi, mais il y a aussi l'esprit des lois. Et la lettre de la loi dit un certain nombre de choses. Par exemple, elle ne dit pas, les silences font sens aussi, elle ne dit pas que la cohabitation soit possible ou pensable, simplement parce que le général de Gaulle n'imaginait pas une seule seconde qu'un chef de l'État puisse rester accroché comme une bernique à son rocher en disant « je suis là, je ne quitterai pas ». Le général de Gaulle dit « le peuple ne veut plus de moi, je m'en vais ». Il a donné l'exemple en 69, comme chacun sait, avec le référendum. Emmanuel Macron détruit la 5e République. Et donc, il restaure la 4e République. Il y a deux personnages qui veulent la 4e République. C'est Jean-Luc Mélenchon, sa 6e République, oui, c'est la 4e. Sa 6e République, voilà. La 6e, c'est la 4e. Elle a déjà eu lieu, sa 6e République. C'est le pouvoir des partis, ce que le général de Gaulle appelait les politiciens. Ouais, on va l'écouter tout à l'heure. Ah ben, formidable. Vous savez qu'on ne peut pas faire une émission sans de Gaulle. Ouais, absolument. Et donc, c'est le pouvoir des gens qui font de la politique et qui font de leur métier, la politique. On voit bien que Mélenchon n'a rien à faire de la France, que Emmanuel Macron n'a rien à faire de la France, encore moins des Français. Depuis 2005, les Français qui parlent... C'est votre avis. On imagine quand même que le président de la République est concerné par le sort de ses compatriotes. Non, parce que si on est concerné par le sort des compatriotes, on fait ce que les compatriotes demandent quand on leur demande leur avis. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en 2005, on leur a demandé leur avis sur le traité constitutionnel. En 2008, on a dit vous avez mal voté, on recommence. Et c'est même pas on recommence, on va vous le faire avaler, ce traité européen. Et à chaque fois que le Rassemblement national gagne, on le laisse exister, ce Rassemblement national. Alors s'il est fasciste, s'il est nazi, s'il est d'extrême droite, qu'on le montre, qu'on porte plainte, qu'on aille au tribunal, qu'on fasse un Nuremberg contre Marine Le Pen et qu'elle n'existe plus. Si ça n'est pas le cas, qu'on arrête avec ça. Parce qu'effectivement, on se sert du Rassemblement national depuis des années pour criminaliser une partie du peuple français, 10 millions. Quand même, qui ont voté. J'ajouterais même, pour faire bonne mesure, qu'il y a aussi tous les électeurs de la France insoumise qu'on criminalise.
On les laisse faire, ils existent, il n'y a pas de problème, ils peuvent déblatérer toutes leurs sottises antisionistes, et puis à un moment donné, on dit « Ah, mais ils ne font pas partie de l'arc républicain ». Donc je consulte, mais ceux-là, je ne les consulte plus. Ceux-là, je ne veux plus les voir. Donc on détruit la Ve République, son esprit, sa lettre, et c'est une psychopathologie. Mais Michel, le résultat de ces élections législatives anticipées n'était pas si lisible que ça. Si. Sans doute pour le premier tour. Pour le second tour, il n'était pas très clair. Vous en retirez quoi des résultats, vous ? Mais c'est cette idée que Jean-Luc Mélenchon arrive à l'écran en disant « c'est moi qui parle, je suis le premier », je dis « nous avons gagné », et que toute la presse dit « ils ont gagné ». Mais ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est un coup d'État médiatique, c'est un coup d'État verbal de Jean-Luc Mélenchon qui dit une chose, c'est ce qu'on appelle le performatif. Vous savez, je vous déclare mari et femme. Donc d'un seul coup, vous êtes devenu mari et femme. Lui, il dit j'ai gagné. Mais comment ça, il a gagné à 8h, à 20h, d'un seul coup, il nous dit j'ai gagné. 20h02. 20h02, oui. Il aurait même pu le dire une heure avant, parce que de toute façon, c'était sa stratégie. Il dit on préempte la victoire. La victoire, c'est nous. Non, il y en a un qui a vraiment perdu, c'est Emmanuel Macron. Et deux qui ont d'une certaine manière gagné, mais un qui a gagné, c'est le Rassemblement national tout seul, et puis les autres qui ont gagné, mais qui n'ont pas gagné avec un programme. Le Rassemblement national a un programme, le Nouveau Front populaire a un programme, c'est la haine du Rassemblement national et de ceux qui votent pour le Rassemblement national. Ça ne fait pas une politique. Au point que Gérald Darmanin se trouve élu par des gens de la France insoumise, qui nous disent récemment, enfin qui le disent tout le temps, la police tue. Les gens qui nous disent la police tue vont voter pour Gérald Darmanin qui accepte les voix. Le maire du Havre s'en vient nous dire que jamais le Rassemblement national, mais qui veut bien accepter les communistes qui défendent le Hamas. Moi, je pensais que sur cette question du Hamas, les gens rebattraient les cartes en disant est-ce que vous voulez voter pour ou contre le Hamas ? Il y a des gens qui ont voté pour. Franchement, clairement. Alors qu'on le dise à ce moment-là que ceux-là sont dangereux pour la République et qu'ils sont dangereux pour la France. Mais ce n'est pas du tout ce qui est dit, parce que c'est toujours la petite tambouille de politique politicienne, ce qui me fait dire qu'effectivement, il n'y a pas grand souci, ni de la France, ni des Français, ni du peuple. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Qu'est-ce que cela dit au fond de la psychologie d'Emmanuel Macron ? On disait qui a gagné, qui a perdu. Vous dites Emmanuel Macron a perdu. Un, est-ce qu'il l'a réalisé ? Et deux, est-ce qu'il ne joue pas la montre, comme je le disais tout à l'heure, pour montrer justement qu'il est le maître des horloges ? Non, c'est un transgresseur, et c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. Donc, il est dans la logique de la post-vérité. Il dit une chose, si 10 minutes après, il faut dire le contraire parce qu'il a changé d'interlocuteur. Voilà. On l'a vu avec Philippe de Villiers, quand il était allé au Puy du Fou, il parle des deux corps du roi, il parle du monarque qui manque, on dit tiens, il est devenu monarchiste, cet homme. Et puis après, il s'en va en voir un autre, il dit, en Algérie, je crois me souvenir, il n'y a pas de culture en France, il n'y a pas de culture française, pardon. Et puis une autre fois, il dit l'inverse. Enfin, on se dit, mais que dit-il cet individu ? Il est dans un miroir en permanence. Donc il est transgressif, c'est ça ? Alors il est transgressif, il y a à peu près que ça qui l'intéresse. C'est-à-dire, si vous dites oui, il dira non. Si vous dites non, il dira oui. Il veut qu'on l'aime. Et c'est pas avec ça qu'on fait un chef d'État. Le chef d'État, c'est l'homme qui a le sens du service. C'est quelqu'un qui sert le peuple français. Lui, il se sert du peuple français. Je vous rappelle que pour l'avant-dernière élection européenne, il avait dit il ne faut surtout pas que le Rassemblement national gagne. Et souvenez-vous, la logique, c'est on laisse Marine Le Pen exister pendant des années. Et puis, quelque temps avant les élections, souvent entre le premier et le deuxième tour, on dit oh là là, attention, Das Reich, Oradour-sur-Glane, la Shoah, etc. C'est les nazis. D'un seul coup, on se découvre que c'est les nazis, quoi. Et puis il dit, il ne faut surtout pas qu'elle soit la première. Elle a été la première. Qu'a-t-il dit ? Elle a gagné de si peu que gagner de si peu, ça s'appelle perdre, donc nous avons gagné. Et les gens disent, oh bah oui, c'est formidable. Il y a cette espèce de bêtise, je dirais, de ce qui est devenu la populace. C'est-à-dire, la populace, c'est un peuple qui n'est pas éduqué, qui n'a pas gardé son esprit critique, et qui entend Mélenchon, qui dit, à 20h, nous avons gagné. Ah ben là, ils ont gagné. Et qui dit, Marine Le Pen a perdu, a gagné, mais elle a gagné de tellement peu que finalement, ça s'appelle perdre. On dit, ah ben, elle a perdu. Non, mais à un moment donné, il faut garder un peu son esprit critique, et se dire qu'il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent, et puis il y a surtout des idées qui gagnent. On le sait très bien qu'il y a des sondages qui sont donnés, et les gens ont envie de sécurité, de tranquillité, de propriété. Ils ont envie que leurs femmes, leurs filles, leurs sœurs puissent sortir le soir sans se faire agresser, sans se faire insulter, etc. Que les gens qui écrasent des gendarmes parce qu'ils refusent le contrôle ne soient pas laissés dans la nature, que des gens qui ont des OQTF ne puissent pas bénéficier de tout le système français, etc. Les gens veulent ça très précisément. Un chef d'État, quand il entend ça, eh bien, il fait en fonction de ça. Vous voyez que le désir de la peine de mort remonte.
Moi, je serais chef de l'État, je vais me dire, c'est terrible. Je suis abolitionniste, je ne défends pas la peine de mort. Mais je veux dire, si on veut vraiment qu'elle ne remonte pas, on fait le nécessaire pour que les gens ne recourent pas à ça. Les gens ils disent, mais vous ne nous protégez plus, coupez donc la tête de ces gens-là. Je ne suis pas pour ça, entendons-nous bien. Oui. Mais je dis simplement qu'un chef d'État qui est abolitionniste dirait, il faut tout faire pour qu'on n'en arrive pas à revenir à cette idée-là. Michel Onfray, j'aimerais juste vous faire écouter l'ironie mordante d'un sénateur, il s'appelle Claude Malhuret, vous devez le connaître, indépendant, sénateur de l'Allier, qui décrit avec des mots choisis la situation politique actuelle. Écoutez. La majorité est toujours relative. Chaque projet de loi continuera de faire l'objet de discussions épuisantes avec suspense sur le 49.3 et la motion de censure. L'ultra-gauche va continuer de transformer l'Assemblée en ZAD, zone à délirer. La présidente du groupe RN va continuer de vérifier tous les jours que ses députés n'ont pas oublié leur cravate ou leur col Claudine, indispensable au déguisement du loup en grand-mère. La majorité cherchera des alliés texte par texte. Le président du Sénat continuera de se frotter les mains puisque le blocage de l'Assemblée en fait l'interlocuteur obligé du gouvernement. Dans ce contexte, le défi du président de la République restera le même que depuis 2017. Comment réformer un pays champion du monde de la grève, de la dépense publique et de la consommation d'antidépresseurs, dont les habitants sont persuadés qu'on les mène vers le gouffre, au moment même où les deux plus grands journaux allemands et anglais, le Spiegel et The Economist, expliquent que la France est le pays d'Europe qui a de loin le mieux répondu aux crises sanitaires, économiques et énergétiques. Voilà, on est face à Michel Onfray sur CNews et Europe 1. On vient d'entendre le sénateur Claude Malhuret. Vous adhérez à ce qu'il dit, à cette peinture oui, de moi, je suis un peu hypermnésique, j'ai de la mémoire, puis j'ai oui. mon âge, j'ai me souvenir de l'époque où il avait une belle bacchante et où il était chez Jacques Chirac. Donc, il était moins fringant à cette époque-là. Aujourd'hui, il a des traits... Je ne sais pas s'il écrit lui-même ses textes, il les écrit bravo. J'imagine que si. Oui, vous imaginez. Mais moi, je n'imagine rien, tant que je n'ai rien vu. Mais c'est une belle plume. Cartésien. Oui, je crois que ce que je vois. Mais c'est formidable, le texte est formidable. Simplement, on se dit, je crois que ce monsieur s'occupe aujourd'hui des EHPAD. C'est son métier maintenant, en dehors d'être sénateur. Et qu'il y a eu un moment donné où, avec les EHPAD, c'était quand même pas terrible. Donc j'aime bien les gens qui, effectivement, ont une belle plume, une belle parole, une belle voix. Il y a juste un moment donné, quand on a été ministre de Jacques Chirac, je crois bien me souvenir des droits de l'homme, si je me souviens bien de l'époque de la bacchante, et quand on a été aussi l'homme qui était plus ou moins responsable de ce que sont aujourd'hui les EHPAD, bon, mais sur le pays ingouvernable, sur cette façon qui peut dire le contraire? Là, je veux dire que c'est quand même pas un scoop. Qu'ils nous disent que c'est ingouvernable, je pense que n'importe qui, même les gens les plus simples ou les plus modestes intellectuellement, ont bien compris que c'était la chienlit et qu'elle était organisée par le chef de l'État qui ne sait pas quoi faire. Il dit « je dégoupille une grenade et je le remets dans les pattes ». C'était les formules d'Emmanuel Macron. Et puis après, il se dit « oh là là, mais je ne savais pas du tout que c'était ça, une grenade, je ne savais pas du tout que ça pouvait produire ce genre d'effet ». J'ai dit « moi, je fais ceci, et puis la gauche ne va pas savoir s'entendre, et puis je vais trouver une majorité qu'il n'avait déjà pas ». C'est pourquoi un chef d'État qui n'a pas de majorité devrait, dans l'esprit gaulien, dans l'esprit à la lettre de la Ve République, se dire « je n'ai pas de majorité, je m'en vais ». On sait bien que le problème, c'est lui. C'est lui, personnellement, Emmanuel Macron. C'est un problème. C'est pas le système. Le système, il est en train de le détruire. Donc, évidemment, d'ailleurs, tout le monde le détruit. Quand on est passé au quinquennat, quand on a supprimé le cumul des mandats, le référendum, toutes ces choses-là font que... Et même Maastricht. Excusez-moi, je reviens toujours là-dessus. C'est le fondement, bien sûr. Dans la Ve République, c'est quand même la souveraineté qui prime. Mais en 92, on dit plus de souveraineté nationale. Donc c'est fini. C'est un torchon, c'est un chiffon aujourd'hui. Mais même le chiffon, ils sont encore en train de le découper, de le tailler, etc. Il veut résoudre le problème. C'est extrêmement simple. Il dit je m'en vais, élection présidentielle, et puis... Oui, mais on ne change pas d'assemblée pour autant. Hein. Non. Ben oui, mais il y a peut-être une assemblée qui serait capable d'entendre autrement un nouveau chef d'État qui, lui, aurait le souci de la France, des Français, du peuple, et peut-être des problèmes qui se posent et qu'il faudrait résoudre. Parce que pour l'instant, les problèmes qui sont posés alors qu'il n'y a pas de gouvernement, ils ne sont pas résolus. Qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on n'a pas besoin de gouvernement, finalement. À chaque fois, on voit un ministre démissionnaire. C'est dangereux, oui. Mais c'est dangereux de sa part de laisser croire ce genre de choses. On dit, mais alors, ça tourne très bien sans ministre. On voit bien qu'il y a une espèce d'état profond, qu'il y a une mécanique maastrichtienne, que tout fonctionne avec des fonctionnaires. Finalement, ce sont des fonctionnaires. Les ministres, ils sont juste faits pour venir à la télé ou pour faire des discours comme M. Malhuret, en tâchant d'être meilleur que le voisin. Mais ceci dit, la France, elle est gouvernée comment? S'il y a un problème, on donne un coup de fil à Bruxelles. Qui donne le coup de fil? Le chef de l'État. C'est pas le Premier ministre, qui aujourd'hui est devenu rien du tout, et c'est même pas la fonction, si vous voulez. Il y a une époque où le Premier ministre, vous connaissez la phrase du général de Gaulle, le président préside, le gouvernement gouverne. Là, aujourd'hui, c'est le président préside et gouverne, décide, nomme, on voit bien qu'on nomme machin, bidule, un tel, on s'occupe des fréquences télévision, on s'occupe des nominations de machin, de bidule, on se dit, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Théorie de la dictature il y a plusieurs années. On y est ? Expliquer. Mais bien sûr, je disais déjà qu'on y était. Mais c'est une dictature cool.
C'est-à-dire, c'est pas du tout casqué, armé, botté. C'est-à-dire, c'est simplement on dit, vous disparaissez. Oui, d'un seul coup, il y a moi, je dis, disparu du service public. Du service public, voilà. Michel Onfray n'existe plus sur le service public. Dans une autre dictature, je serais en prison. Bon, c'est quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Hein, c'est plus cool. Mais on serait bâillonné. Il y a une époque où on vous coupait la tête. Il y a une époque où on vous mettait en prison. Il y a une époque où on vous torturait. Il y a une époque où on terrorisait votre famille. Là, on vous invisibilise. Voilà. Et puis, on fait fonctionner les médias. Il y a des gens dont le métier consiste à pourrir la vie des gens sur les médias. Et vous avez un effet de groupe impressionnant. Les gens disent, ah, mais il y a 15 000 personnes qui disent que non, il y a des gens qui ont... Sur les réseaux sociaux. Il y a des usines à clics, des gens dont le métier consiste à cliquer, et laisser croire qu'il y a 15 000 personnes qui pensent que non, il y a peut-être 13 personnes derrière ces 15 000. On les appelle les trolls d'ailleurs, oui, ceux qui font ça sur les réseaux sociaux. On parlait à l'instant du général de Gaulle, on va juste l'écouter en 1965 sur le fameux régime des partis. Écoutez, il pense que ce serait une catastrophe, c'est une catastrophe nationale. À la place de ce chef d'État qui est fait pour empêcher que la République ne retombe à la discrétion des partis, on met un chef d'État qui n'est que l'émanation des partis, alors je vous le répète, on n'aura rien fait du tout, et tout ce qu'on aura écrit dans la Constitution ne changera rien à rien, on en reviendra à ce qui était avant, avec peut-être quelques formes légèrement différentes, mais on en reviendra au gouvernement, si tant est qu'on puisse l'appeler comme ça, des partis. Et ce serait, j'en suis sûr, comme j'en ai toujours été sûr, une catastrophe nationale. Catastrophe nationale, Michel Onfray. On ne peut pas mieux dire. Ce personnage a tout vu, l'avant, le pendant, l'après. Donc, effectivement, il fait une description. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'avait pas de mérite, mais on voit comment fonctionnent les partis. C'est une question de boutique. Et donc, on parle de la France, on parle de la République, on utilise des grands mots, liberté, égalité, fraternité, mais en gros, c'est la soupe. Vous avez vu comment a été élue l'Assemblée nationale. C'est avec des gens qui se détestent, mais qui se sont dit, si on trouve un ennemi commun, on oublierait qu'on se déteste véritablement. Il y en a un qui est là pour ça. Ça fait des années qu'il sert à ça, le Rassemblement national. On se dit, allez hop, celui-ci, allons-y. Et d'un seul coup, la droite, la gauche, enfin, tout ce monde-là finit par dire « Ouh là là, il faut faire barrage au fascisme et on y va ». Ça, si ce n'est pas le jeu des partis, si ce n'est pas la politique politicienne des partis, je ne comprends rien. Et le problème des Français là-dedans, où était la question du pouvoir d'achat? Où était la question de l'immigration? De la sécurité. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Mais alors, comment est-ce que tout cela va se terminer? Il va falloir voter le budget. Là, les échéances sont extrêmement précises. Mi-septembre, la France, je le rappelle, Michel, a été placée en procédure pour déficit excessif par la Commission européenne. Elle devrait économiser 110 milliards d'euros ces prochaines années. Une fois de plus, on danse au bord du gouffre. Ah oui. Mais là encore, la souveraineté, c'est normalement une souveraineté économique. On doit pouvoir décider de ce qu'on fait de notre argent. Et là, on ne décide pas de ce qu'on fait de notre argent. On a bien vu avec les cérémonies des Jeux Olympiques, l'espèce de manifeste pour la créolisation généralisée, pour toute l'idéologie. On lui dit, vous avez bien compris que c'est ce qu'il faut penser. C'est comme ça qu'il faut aujourd'hui réfléchir et penser. On se dit, on est obligé d'entrer dans cette logique-là, sinon on n'existe pas. Donc, je pense effectivement qu'il n'y a plus de souveraineté nationale, qu'il y a une espèce d'idéologie dominante et qu'il y a des gens dont le métier consiste à faire de la politique. C'est pas un métier, normalement, la politique. On a parfois des papiers nous disant « Oh là là, ils étaient députés, La République En Marche, ils cherchent du travail, les pauvres. » Et alors, ça leur fait du bien de revenir à la réalité. Non, je crois qu'il y a un moment donné où, jadis, à l'époque du général de Gaulle, les gens avaient une légitimité historique. Ils avaient été résistants, ils avaient peut-être été vichistes au départ, puis ils ont compris en 1942 qu'il valait mieux changer son fusil d'épaule et devenir résistant, comme Mitterrand, fin 1943. Mais au moins, ces gens avaient une espèce de légitimité historique. Aujourd'hui, où sont les légitimités des hommes politiques? Non, puis vous voyez bien, reprenez le passé, qui est souvent un passif, de tous ces gens de la République En Marche. Ils viennent tous du socialisme. Il y a Gabriel Attal, Borne, Monsieur Macron, tout le monde oublie qu'il était ministre de François Hollande. Enfin, c'est le socialisme qui continue. Et d'une certaine manière, quand la droite arrive au pouvoir, elle fait exactement la même politique. Et depuis 1992, c'est la même politique, avec des gens qui nous laissent croire que parce qu'ils n'ont pas le même costume, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose d'avoir machin plutôt que bidule. Si les gens veulent rester dans l'Europe, ne veulent pas le Frexit, pensent qu'effectivement l'Europe de Maastricht est l'horizon indépassable, on ne pourra rien faire. J'aimerais juste qu'on écoute Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il continue à jouer sa partition du chaos. On va l'écouter répondre notamment à ceux qui l'accusent d'accointance avec l'antisémitisme, une réponse qui a été faite juste après l'attentat contre la synagogue de la Grande Motte qui s'est déroulé le week-end dernier. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont pas capables d'en donner la moindre preuve, qu'on ne gagne rien à fracturer sans cesse les gens. Y a-t-il
trop de gens pour lutter contre l'antisémitisme, qu'on puisse se passer des insoumis et du premier d'entre eux que je suis. C'est odieux. C'est odieux. Il n'y a pas de mots pour montrer la lâcheté d'une telle attitude. Est-ce que j'accuse la droite ou Madame Le Pen de chaque attentat contre un noir ou un arabe? Est-ce que je le fais? Non. J'ai assez de bon sens pour comprendre que ce n'est pas à ça qu'elle appelle ou à ça qu'ils appellent. Il faut faire bloc en face du racisme et de l'antisémitisme. Il ose tout, en fait, Jean-Luc Mélenchon, Michel Onfray. Ça, on le reconnaît. Mais quand il s'en vient nous dire les attentats contre les Noirs et les Maghrébins, je dis, mais où et quand et par qui? Et est-ce que Mme Le Pen est responsable d'attentats qui n'existent pas? C'est quand même assez drôle. Ce monsieur qui nous dit que l'antisémitisme est résiduel, c'est-à-dire, en gros, il ne reste plus rien, quoi. Il y a encore un peu d'antisémitisme dans l'extrême droite, nous dit-il, mais elle est où son extrême droite? C'est lui qui est odieux. Cette façon de considérer que le Hamas, c'est fort sympathique, c'est un parti résistant contre l'occupation israélienne. C'est quoi Israël, si ce n'est le pays des Juifs, si c'est né l'État juif ou l'État des Juifs? On peut discuter de longues heures, si on veut, sur ce sujet. Parce qu'il y a quand même un moment donné, moi je veux bien lui faire la démonstration qu'il est antisémite, ça ne pose aucun problème. C'est très facile à démontrer que quelques-uns chez lui le sont. Madame Ercilia Soudé, paradoxe extraordinaire. Cette dame est responsable de la lutte contre l'antisémitisme à l'Assemblée nationale. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est Goebbels qui s'occuperait des droits de l'homme, si vous voulez. Il y a un moment donné, on se dit, il y a un truc qui ne va pas. Donc, effectivement, détruisez Israël, détruisez le peuple juif, interdisez aux juifs de pouvoir disposer de cette terre, faites de telle sorte que ce soit effectivement du Jourdain jusqu'à la mer, la Palestine, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites des juifs? Vous les collez sur un bateau, sur l'Exodus, vous recommencez. Donc il arrête de laisser croire qu'il n'est pas antisémite comme on était antisémite au 19e siècle, c'est-à-dire en mesurant les crânes et en disant qu'il y a une espèce d'infériorité physiologique, on a vu la forme de leur nez ou je ne sais quoi, plus personne n'est comme ça, fort heureusement. Dieu merci. Je dirais, mais l'antisémitisme aujourd'hui, il a pris des formes. Il y a eu un antisémitisme qui était un anti-judaïsme, chez Voltaire par exemple, il y a eu un antisémitisme qui a été scientifique ou pseudo-scientifique, je dirais, avec des vachers de la Pouge, dont on a oublié un peu l'existence, mais tous ces faux scientifiques du 19e siècle, aujourd'hui, il a pris la forme de l'antisionisme. Alors on peut être contre la politique menée par Benjamin Netanyahou, ça c'est autre chose. La France, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas celui qui gouverne la France qui est la France. Et celui qui gouverne Israël, c'est pas Israël non plus. Il y a des gens mécontents de la politique de Netanyahou. Donc on peut critiquer cette politique, mais critiquer l'État d'Israël en disant que c'est un État colonialiste, que c'est un État d'apartheid, etc., c'est très précisément dire que les Juifs, ils commencent à nous fatiguer. Le livre dont je vous parlais tout à l'heure concerne l'antisémitisme chez les philosophes français du XXe siècle. Je vous assure que de Sartre à Alain Badiou, en passant par Jean-Luc Nancy, Simone de Beauvoir, Deleuze, Foucault, etc., c'est plus compliqué chez Foucault, mais enfin, il y a un antisémitisme qui prend la forme de l'antisionisme et qu'il faudrait que Mélenchon soit vraiment de son siècle, c'est-à-dire pas du siècle dernier, et qu'il comprenne que l'antisémitisme s'est modifié et qu'il incarne, je ne crois pas que ce soit à son corps défendant, il n'est pas antisémite à l'insu de son plein gré, Mélenchon. Et il l'est de manière finaude, il sait très bien qu'il y a un électorat à récupérer là. S'il y avait un électorat plus important du côté du philosémitisme, il serait philosémite, Mélenchon. Il joue une carte personnelle, la carte d'un septuagénaire qui se dit, j'ai plutôt, mon avenir est derrière moi, et si vraiment je veux pouvoir exister, le chaos. Il pense qu'en étant au second tour avec Marine Le Pen, il serait élu. Il se trompe. Il se trompe. Je crois que les gens commence à comprendre qui est ce personnage qui nous dit que son héros, c'est Robespierre, ses héros, Chavez, Castro, etc. On devrait se méfier tout de même. Michel Onfray, on va faire une toute petite pause sur CNews et sur Europe 1. On se retrouve dans une fraction de seconde. On va parler de la violence qui continue évidemment à prospérer dans notre société. On écoutera la veuve du gendarme Éric Comines qui a été tué lundi, renversé, brisé par un chauffard multirécidiviste. A tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, pendant ce temps-là, pendant que les portes claquent à droite et à gauche, que les politiques organisent des sorties de scène à Cour ou à Jardin, la réalité s'impose aux Français, implacable. La rentrée arrive, le pouvoir d'achat est toujours au centre des préoccupations, l'insécurité toujours un problème criant au quotidien. La mort d'un gendarme de 54 ans, Éric Comines, fracassé lundi soir à Mougins par un multirécidiviste qui lui a foncé dessus lors d'un contrôle routier, a bouleversé les Français. Le prévenu avait 10 condamnations à son actif, notamment pour infraction routière, mais aussi violence sur personne. On va écouter la veuve de cet adjudant. Elle s'appelle Harmonie Comines. Elle a pris la parole mercredi devant la hiérarchie de la gendarmerie, devant les élus. Son discours extrêmement fort, extrêmement bouleversant, a vraiment marqué les esprits. Écoutez-la. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari. Le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son racisme et
son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Voilà pour les mots extrêmement forts de cette veuve, à qui évidemment on adresse toutes nos pensées. Elle a 2 enfants de 12 et 16 ans qu'elle va devoir élever seule. Vous comprenez cette colère sourde? Évidemment, évidemment. En même temps, quand elle dit la France, c'est pas vraiment la France. C'est d'abord une partie de la France. Les Français sont avec elle, vous pensez? Moi, je pense qu'une majorité de Français sont avec elle. Vraiment, plein de gens sont d'accord avec elle et on partage son émotion, sont d'accord avec elle, en ont assez, etc. Les coupables et les responsables sont ceux qui disent en permanence que la police tue. Je rappelle quand même qu'à l'époque du Covid, où on avait interdiction de sortir, c'était même verbalisé 135 € si on rentrait avec 3 minutes de retard quand on allait chercher son litre de lait. Et là, on avait criminalisé la France entière, sauf la famille Traoré, qui descendait, qui faisait des manifestations dans la rue, qui disait la police tue, la police tue. Nous avions même à l'époque un ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qui faisait savoir qu'il était prêt à mettre un genou en terre pour faire savoir effectivement qu'il était solidaire de la famille Traoré. Et donc c'est une espèce de... Il y a 2 France, je vous assure qu'il y a vraiment 2 France. Il y a une France qui pense effectivement, comme cette dame, qu'une partie de la France a tué son mari. Donc tous ces gens qui laissent dire que la police tue, alors que ce sont les délinquants qui tuent. C'est pas la police qui tue. La police, quand elle tue pour éviter de se faire tuer. Elle tue pour se protéger. À chaque fois, d'ailleurs, qu'il y a une balle tirée, vous vous retrouvez au tribunal et c'est vous qui êtes le salaud, etc. On vous pourrit la vie, vos enfants ne peuvent plus être à l'école, etc. Voire passer du temps en prison et un certain temps. Parce que là, pour le coup, on ne veut pas bouger, on ne veut pas remettre les gens dans la rue, etc. Donc tous ceux qui nous disent que la police tue sont ceux qui ont tué ce policier, ce gendarme. Et il y a plein de gens qui, eux... Qui ont contribué à l'affaissement de l'autorité, c'est ça, dans mais notre bien pays. sûr. C'est-à-dire, si vous pensez qu'effectivement, on peut faire un délit de fuite, je rappelle quand même qu'une partie de la gauche estime que c'est tout à fait défendable. Mais si vous partez... Moi, chaque fois que je me fais arrêter, j'arrête ma voiture. Si les gendarmes me demandent quelque chose, mes papiers, j'ai pas de problème, je suis assuré. J'ai mon permis de conduire, j'ai tous mes points, etc., etc. Et puis si j'ai bu un petit coup et qu'on me fait souffler dans le ballon, j'assume ce qu'il y aura à faire, mais je n'écrase pas un gendarme pour ça. Donc si vous êtes dans un délit de fuite, c'est un délit et vous devriez déjà être coupable pour ça. Mais vous pouvez très bien être dans le délit pour le coup, et puis ne pas être poursuivi. Si on vous a même dit, il y a même des préfectures qui vous ont dit oh là là, pas de chasse, pas de course-poursuite, c'est dangereux. Donc laissez-les partir. Donc évidemment, il y a une impunité qui est quasi totale sur ce sujet-là. Vous feriez-vous arrêter, juger, etc., que si votre peine est inférieure à 1 an, de toute façon, la peine n'est rien, c'est très exactement la même chose. Est-ce qu'il faut d'ailleurs appeler ça des refus d'obtempérer? Moi, je trouve que le mot ne correspond pas à la réalité des faits. C'est bien plus grave quand on roule sur un membre des forces de l'ordre. Ça, c'est un homicide, tentative d'homicide avec arme de destination, etc. L'inculpation est pour meurtre. Oui, non, mais vous avez raison. Il faut avoir les mots pour cette action-là. Ce sont des gens qui tuent. Ce sont des gens qui tuent. Alors après, ils disent, mais c'est pas moi, c'est à l'insu de mon plein gré. Puis éventuellement, il y a des gens qui vous diront que, après tout, il avait pris de la cocaïne et qu'il y a une excuse. Oui. Son discernement est établi. On a déjà eu ça. Avec une dame juive qui a été massacrée par quelqu'un, Madame Halimi, dont on disait que finalement, le garçon n'était pas responsable, il avait trop fumé et que, il faut être un peu de compassion pour les fumeurs de hashish. Michel Onfray, ce que dit aussi Madame Comines, la veuve de cet adjudant, elle dénonce le laxisme, l'excès de tolérance, parce que le profil du prévenu montre qu'il avait un passé judiciaire, qu'il avait eu 10 condamnations à son actif. C'était un ressortissant capverdien qui était en situation régulière sur le sol français. C'est ça aussi qu'elle pointe du doigt. C'est d'abord l'inefficacité de la réponse pénale et le fait que cet homme-là était sur le sol français. D'abord, les hommes politiques ne travaillent pas. Ce sont des grands feignants qui veulent être élus et réélus, mais qui ne travaillent pas. J'appelle travailler, avoir une pensée de la justice. Nous sommes restés branchés sur la pensée de la justice de Michel Foucault dans les années 70. Pensée d'un 68ard qui nous dit la société n'est pas défendable, il faut détruire toute la société, et le délinquant est un héros. On fait l'éloge de tous ces héros, de tous ces salauds qui sont transformés en héros, etc. Badinter, dont tout le monde a dit le plus grand bien, panthéonisé, etc., était à genoux, lui, devant Michel Foucault, qui lui disait il faut supprimer les prisons, il faut en finir avec les prisons, etc. Non, il faut passer d'un État à un autre. Il est bien évident que les prisons du 19e siècle, comme elles fonctionnaient dans les années 60, ne sont pas défendables. Mais que les prisons d'aujourd'hui ne sont pas plus défendables. D'abord,
ne serait-ce que pour la dignité des gens. Je pense que quand des gens qui sont en prison, les privent de liberté, ça suffit bien. On n'est pas tenu de les priver de dignité, de faire de telle sorte qu'ils soient 4 ou 5 avec des matelas par terre, dans une cellule, ou etc., etc. Donc il faut penser la prison et se dire qu'il y a des gens qui la méritent, des gens qui la méritent moins, puis des gens qui la méritent pas. Vous avez un certain nombre de gens qui relèvent de la psychiatrie. Je rappelle, parce que c'est pas très politiquement correct de le dire, mais qu'un certain nombre d'individus qui fument beaucoup de hashish ont des problèmes neuronaux, c'est-à-dire psychotiques et psychiatriques, qui deviennent effectivement des individus dont l'abolition, enfin dont la distinction est abolie, la capacité à saisir ou à comprendre. Mais ça ne se dit pas. C'est festif, c'est récréatif, etc. Il y a des gens que la drogue détruit. On en fait des malades mentaux. Ces malades mentaux, ils deviennent des délinquants. Comment vous pouvez violer une dame violer tout court, même pas besoin de donner des détails, mais je veux dire, de 80 ans ou des choses comme ça, c'est cinglé. Donc qu'est-ce qui se passe avec des individus comme ça? On les met en prison, on les met pas en prison. Si on les met en prison, qu'est-ce qu'on fait? Mais tant est encore faut-il qu'ils aillent en prison. Là, le cas de cet homme-là, c'est que voilà, il y a plein de gens qui se trouvent en prison qui n'ont pas. Et ce parcours de délinquance n'a pas été stoppé par la justice. Bien sûr. Non, mais même ces gens qui foncent sur les policiers ou sur les gendarmes quand on leur demande d'arrêter, il faut trouver quelque chose. C'est pour ça que je dis qu'il faut travailler, qu'il faut penser que la répression ne peut pas être la même entre des gens qui sont prêts à tuer parce que ce sont des gens du grand banditisme et puis des gens qui sont détruits par un usage de la drogue abondant, etc. Et il faudrait aller au-delà de Michel Foucault en disant mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui... Et il y a des gens qui sont prêts à réfléchir sur ces questions-là, sur la question de la prison, sans être dans la logique du fermons les prisons. C'est un délire, c'est un extrême à l'autre. On a 15 ans, quoi, quand on dit on arrête la prison, on arrête la police, on arrête l'armée. Michel Onfray, j'aimerais qu'on écoute maintenant Thibault de Montbrial, qui est avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était l'invité de Punchline cette semaine. Il dit qu'il faut un choc d'autorité. Il estime que c'est ça que les Français réclament aujourd'hui. On l'écoute. Et le cri de la veuve de l'adjudant-chef Comines, il faut l'entendre parce que c'est le cri du peuple, c'est le cri de la dernière ligne de défense de la cohésion de notre pays. Et maintenant, il faut agir. Mais il ne faut pas agir en étant brutaux ou excessifs. Il faut agir en se souvenant que seule une action extrêmement ferme, policière, mais surtout judiciaire, permettra peut-être d'éviter l'explosion de notre cohésion. Je dis peut-être parce que je n'en suis même pas sûr. Vous partagez le pessimisme et le réalisme de Thibault de Montbrial. Je vous aurais repris parce que je vous aurais dit réaliste. Vous avez raison, réalisme. Moi, je pense qu'il est réaliste. Justement, ça rentre dans ce que je disais précédemment, c'est-à-dire si on pense vraiment à nouveau frais, la prison, la détention, la punition, le soin, qu'on distingue bien tout ça, qu'on ne laisse pas non plus des actes délictueux en l'air comme ça en disant bon, c'est pas très grave. On vous a dit, il y a un rappel, il y a ceci, il y a cela. Non, il faut inventer des punitions et c'est à réfléchir avec des gens de métier, pas seulement avec des philosophes, des sociologues, des psychologues, mais aussi avec des gens qui sont sur le terrain pour qu'on puisse dire, eh bien voilà, le monsieur justice du Parti Socialiste alors je ne vais pas parler de la France Insoumise, c'est monsieur Traoré, le monsieur justice de la France Insoumise. Mais si on veut vraiment un monsieur justice dont on puisse dire, il est l'équivalent de ce qu'était Badinter pour la pensée des années 70 du siècle dernier, ben, il faut travailler. Et pas se dire, alors on y va pour un poste, est-ce que je peux être élu ici si on présente machin, mais à ce moment-là, au deuxième tour, je m'en vais. C'est devenu ça, la politique. Ça devrait être vraiment des réflexions sur les questions de misère, de chômage, de pauvreté, de statut de la famille. Enfin, toutes ces questions-là étaient pensées. Mais je ne suis pas de mitterrandien, hein, mais à l'époque de Mitterrand, il y avait un monsieur ceci ou un monsieur cela. Il y avait Ernu qui s'occupait de la défense. Il y avait Jacques Lang, emblématique ministre de la Culture, etc. Où sont ces figures-là aujourd'hui? On a machin, on a bidule un tel, puis on nous sort du Madame Castex en disant Premier ministre. Ah bon, elle est qui? Elle est où? Par qui a-t-elle été élue? Bien sûr. Et c'est devenu ça. Alors on a dit non, on a fait un casting. L'âge, la femme, les préférences sexuelles, etc. C'est comme ça que... Mais non, on décide pour la France. Est-ce que la France veut une autre politique pénale? Les Français ont répondu oui. Et massivement, et si on les laisse faire, ce que dit Thibault de Montbrial est très juste, c'est-à-dire il y a un moment donné où les gens ils vont dire mais on va faire des milices. Et puis on va s'organiser. Et puis il y a des gens qui s'arment. Moi j'entends, vous aussi. On entend quand on sort des studios et qu'on voit des gens sur le terrain, ils nous disent mais non, moi j'ai... Et qui nous parlent beaucoup de notre émission. Hein. Oui, c'est ce à quoi je faisais référence. Oui. Je ne voulais pas nous cirer les pompes personnellement, mais c'est vrai que moi j'ai rencontré plein de gens formidables qui nous écoutent et qui sont vraiment tellement pleins de bon sens. Tellement plein de bon sens. Et il y a un moment donné où les gens disent mais si vous êtes incapable d'autre chose, rétablissez la peine de mort. Alors évidemment, je ne défends pas ça. Mais je dis si vous ne voulez pas qu'on en arrive à ces extrémités, à des milices, à des défenses de la peine de mort, à des gens qui s'arment personnellement, etc., il faut
que les politiciens travaillent, que les hommes politiques travaillent. Pour le coup, ce ne sont pas des politiciens, mais que ce soit des gens qui nous disent, bon, de quoi la France a-t-elle besoin sur le terrain de la justice? Mais il faudrait faire ça avec la culture, il faudrait faire ça avec la santé, il faudrait faire ça avec l'école. L'éducation nationale, avec tant de sujets. On parlera de la rentrée, évidemment, dans nos prochaines émissions. Michel Onfray, on est sur CNews et sur Europe 1. Juste encore un mot sur ces refus d'obtempérer. 97% d'entre eux sont commis par des hommes, 75% ont moins de 30 ans. Ça dit quoi pour vous de ces jeunes générations qui arrivent en méprisant l'autorité, quelle qu'elle soit? Surtout celle des forces de l'ordre, évidemment. Oui, vous savez, l'autorité, c'est pas quelque chose de naturel par définition. Hein. Ce sont les parents qui transmettent, ce sont les éducateurs qui transmettent. C'était jadis l'armée quand on la faisait. Tout ça s'est effondré. Vous avez des familles décomposées, recomposées, où à un moment donné, l'autorité n'est pas fondée. Vous dites, mais t'es pas mon père, toi, t'es qui? T'es pas ma mère, toi, t'es qui? T'es mon beau-père, t'es ma belle-mère, t'as pas d'autorité pour, etc., etc. Puis éventuellement, quand on a la garde, qu'on est père ou mère, et qu'on prend le train et qu'on voit les familles qui croisent les enfants pendant les vacances, on voit bien toute la souffrance qu'il y a dans cette perte des repères familiaux. Perte des repères à l'école. Si vous commencez par dire vous allez vous taire, vous allez avoir dans une école, un instituteur qui demanderait ça, un professeur des écoles, eh bien, il passerait pour un fasciste. Et d'un seul coup, les syndicats diraient, mais ils demandent le silence, mais qu'est-ce que c'est que cette autorité, ou etc. L'armée, il n'y en a plus, etc. Même éventuellement, l'armée, aujourd'hui, quand on la présente, elle est cool, elle est sympa, elle saute en parachute, elle est dans des... etc., etc. On ne touche pas à l'autorité, on ne touche pas à l'ordre, on ne veut surtout pas passer pour des fascistes. Et il y a la peur de nommer les choses. Nous avons besoin d'autorité, les enfants ont besoin d'autorité. Quand vous voyagez dans un TGV pendant les vacances, ça hurle partout, ça hurle. Personne n'est capable d'apprendre à son enfant à parler tout bas, à respecter les autres, ou même les gens eux-mêmes, etc., etc. Donc évidemment, quand il n'y a pas de surmoi, pour utiliser le mot de Freud, c'est-à-dire quand il n'y a pas de raison d'obéir à un supérieur, parce que tout supérieur est un fasciste, on n'obéit qu'à soi-même. Et donc à un moment donné, on dit un policier, je passe dessus. Un contrôle, j'en ai rien à faire. Ou j'insulte. Moi, j'ai vu des jeunes, mais pas le délinquant tel qu'on l'imagine. Une bourgeoise d'une trentaine d'années, en première classe dans le train, qui refusait de payer son billet, qui a humilié le monsieur qui faisait son métier, qui faisait correctement son métier. Il a dit, je vais être obligé d'appeler la police, j'en ai rien à foutre, joli sac, etc. Et quand elle est arrivée en garde-camp, eh bien, il n'y avait pas de policier, mais la dame est partie, elle n'a pas payé son truc. C'est-à-dire, quand il y a un défaut d'autorité, quand vous savez très bien qu'il y a une impunité totale, quelle est l'instance morale qui va vous permettre de dire non, je ne fais pas ça, je me retiens, j'ai envie de lui mettre une gifle, mais je ne le fais pas? Jadis, c'était... C'est la civilisation et l'éducation. Vous aviez peur des parents, vous aviez peur de l'instituteur, vous aviez peur... Aujourd'hui, de qui a-t-on peur? Plus grand monde. Michel Onfray, un tout petit mot des Jeux Olympiques. Il y a eu cette parenthèse un peu enchantée pendant l'été pour les Jeux Olympiques, qui sont d'ailleurs bien déroulés sur le plan de la sécurité. Il faut saluer le travail des forces de l'ordre qui ont été très mobilisées sur le terrain et qui le sont encore pour la séquence des Jeux paralympiques qui ont démarré cette semaine. Elles sont placées sous le signe de l'inclusion pour les handicapés. Cette saison de paralympiques, c'est une chose extrêmement importante. On va juste écouter Michael Jérémias, qui est venu cette semaine nous parler d'un punchline du défi que vivent au quotidien des personnes à mobilité réduite. Il était dans la délégation des Paralympiques français. Nous, le combat, il va bien au-delà, comme je vous le disais tout à l'heure, de la question des sportifs de haut niveau en situation de handicap. La question, c'est la question du droit. Moi, de mémoire, en 1948, l'ONU a décidé qu'on était égaux en droit. Moi, j'ai un accident le 7 février 2000. La veille ou le jour même, je suis un citoyen de plein droit. Le lendemain, je perds ces droits-là. Accident de ski. Accident de ski. Donc je deviens discriminé parce qu'handicapé. Parce que je ne mets pas un pied devant l'autre comme vous. C'est que ça. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne me déplace pas de la même manière. Et donc, on décide de me discriminer dans l'accès à la santé, au logement, à l'emploi, à la culture, à la sexualité, au sport, à tout ça. Et donc, en fait, moi, c'est quelque chose qui, évidemment, m'est devenu insupportable. Je me suis rendu compte que le sport était un outil formidable pour justement expliquer et faire ce travail de pédagogie. Pas le sport du niveau. Le sport. Vivre ensemble, création de liens sociaux, des enjeux de santé publique. Et donc, on se retrouve un moment à avoir ces outils-là, et juste pour expliquer que le combat, il n'est pas uniquement pendant les Jeux, c'est l'après, c'est l'héritage. Voilà, ce combat, il est permanent en réalité. Oui, mais il y a un paradoxe qui est un peu problématique, vous avez vu déjà de manière sémantique. Jadis, on disait les handicapés. Et avec Giscard, on a dit les handicapés. Et puis maintenant, si vous dites les handicapés, attention, c'est personnes en situation de handicap. À mobilité réduite. À mobilité réduite, etc. Bon, d'accord, très bien. Et cette façon de dire, on est comme vous. Mais on n'entend jamais que le contraire. C'est-à-dire, on n'est pas comme vous.
Donc moi, je voudrais que les choses soient claires et qu'on arrête de dire « mais on est comme vous, on est même supérieur à vous ». Moi, je ne vois pas, mais c'est beaucoup mieux que de voir parce que finalement, on n'est plus... D'accord, je veux bien qu'on joue cette carte-là. Mais après, on ne peut pas non plus revendiquer en disant « mais nous voulons des droits parce que nous sommes différents ». Oui, ils sont différents, bien sûr. Et bien sûr qu'on n'a pas envie d'être tétraplégique et qu'on regrette l'état dans lequel on se trouvait avant son propre accident. Et bien sûr que la société n'est pas accessible. Oui, et c'est ça le problème. Et véritablement, les équipements ne sont pas au niveau. Il faut juste arrêter les espèces de violons qui sont joués en permanence. J'ai écouté l'ouverture de cette cérémonie-là, où on nous parle d'une révolution. D'abord, cette référence à la Révolution française, à Marie-Antoinette décapitée en disant il faut faire une révolution. Mais qui doit faire ces révolutions? Ces gens qui étaient dans les tribunes. C'est M. Macron qui doit faire la révolution. C'est tous ces gens-là qui doivent faire cette révolution. C'est pas nous. C'est la mairie de Paris. Je ne connais pas un seul humain digne de ce nom qui dise du mal d'un handicapé. On a de la compassion, on a de la pitié. C'est une belle vertu, la pitié. C'est de souffrir avec. La compassion, étymologiquement, on souffre avec quelqu'un quand on voit effectivement qu'il est embarrassé avec son fauteuil roulant sur un quai de TGV. On se dit ça va être compliqué. On est avec ces gens. Le problème, il n'est pas là. Il n'y a pas à culpabiliser les Français. J'en connais pas un qui dit bien fait pour eux, tant pis pour eux, je sais pas quoi. Il faudrait être un cinglé total. Simplement, ce sont des décisions politiques qui doivent être prises par les hommes politiques. Donc, attaquons les hommes politiques et pas le peuple français qui serait handiphobe. D'accord, mais l'inclusion, elle est importante. Et évidemment, il faut que notre société soit accessible à toutes les formes de handicap. Et elle ne l'est pas aujourd'hui. C'est la discrimination que dénonce Michaël Jérémiaz. Oui, il a évidemment raison. Je souscris à tout ce qu'il dit. Simplement, il faudrait qu'on voit qu'il se passe des choses dans les villes et il ne s'en passe pas dans les campagnes. Hein. Si vous êtes handicapé, il vaut mieux être dans une grande ville où on aura fait des rampes d'accès ou ce genre de choses que d'habiter dans la campagne, où il n'y a pas forcément des maisons adéquates ou ce genre de choses. Où d'un seul coup, vous habitez une maison, puisque dit ce monsieur, il a un accident, il trouve tétraplégique, et vous ne pouvez plus monter à l'étage chez vous, vous ne pouvez plus, etc., etc. Donc il faut aider, bien sûr, au maximum, tous ces gens qui ont des difficultés pour faire de telle sorte que ce soit le plus simple pour eux. Mais en arrêtant de culpabiliser le petit peuple, en lui disant vous êtes handiphobe, etc. Ce sont simplement, on dit ce mot, hein, je crois, handiphobe, on dit oui. Simplement dire, il y a des hommes politiques qui n'ont qu'à faire le nécessaire, c'est leur métier. Donc créer là encore, je disais tout à l'heure, penser la question de la justice, penser la question du handicap, et voir avec les gens dont c'est le quotidien, en leur disant, mais dites-nous vous, baguette magique, qu'est-ce que vous souhaitez? On va le faire. Et là, il n'y aura aucun problème. Mais pas jouer du violon en prenant les gens comme ça par les sentiments. J'ai pas trouvé que dès qu'on prend les gens par les sentiments, la plupart du temps, on fait l'économie de la raison, de l'intelligence et de la réflexion. Si on regarde un peu ces Jeux Olympiques, pour le coup, qui se sont déroulés pendant cet été, on a eu l'impression de vivre une parenthèse en chantier. En tout cas, c'est le récit médiatique qui en a été fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Michel? C'est une trêve, évidemment, ça a été une trêve, et dans le combat politique, c'est une leçon. Une leçon. Que très peu ont tiré. J'ai vu Madame Hidalgo, toujours très élégante, qui disait « fuck ceci, fuck cela », etc. Mais la leçon à tirer, c'est que quand même, quand on décide de mettre des policiers, de mettre des services secrets, de mettre des gens au boulot, là, dans la question de l'autorité, de la surveillance, des caméras, etc., etc. Ah, on se dit, tiens, d'un seul coup, ça marche, ça. Alors c'est bien quand il s'agit de ne pas avoir d'attentat aux Jeux Olympiques, et tant mieux. Mais pourquoi ce ne serait pas bien le reste du temps? Pourquoi c'est bien pour Paris? Ah, Paris, c'est formidable, c'est un droit à tout, Paris, il n'y a aucun problème. Mais la sécurité, quand il s'agit d'une province, de sous-préfecture, de l'Orne, par exemple, ou de la Savoie, là, il n'y a plus du tout de projet autoritaire, de projet de contrôle. Là, plus personne n'a dit quoi que ce soit sur ce sujet-là. Personne n'a parlé non plus de la police du Qatar. Je vous rappelle que le Qatar qui patrouille toujours dans les rues de Paris. Tiens, étonnant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme de nombreuses autres nations. Oui, comme d'autres nations, mais le Qatar, c'est pas non plus, c'est pas l'Espagne et c'est pas le Liechtenstein, le Qatar. Qu'est-ce qui fait que ce pays où sont les gens du Hamas, où on négocie pour permettre à des otages? Parlons des otages, on n'en parle pas. Hein. Des otages français ou des otages israéliens qui sont toujours dans les geôles du Hamas. C'est drôle que l'endroit où effectivement se retrouvent tous les gens du Hamas ait pu faire partie de la police française pour assurer la sécurité. Peut-être que les services secrets ont pu dire, bon, pendant ce temps-là, une petite trêve, et puis dans un autre endroit, on vous donnera ceci, on vous donnera cela. Je réfléchis tout haut, en disant qu'effectivement, les services secrets, ça sert à ça, les coups fourrés, ça sert à ça, et puis si je te donne ceci, là, et puis ailleurs, tu me donnes ceci. Drôle que le Qatar, on n'ait pas eu de reportage qui nous permet de savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, comment ça s'est passé, tout de même. Bon, en tout cas, on leur souhaite
plein de médailles d'or à nos athlètes paralympiques. Bien sûr. Et une grande réussite au plan sportif, et puis, parce qu'ils se surpassent tous les jours. Voilà. Oui, alors ce serait bien aussi, on peut parler du dopage, si vous voulez juste un mot de dopage. Voilà. Oui, pas pour les paralympiques, peut-être, pour tous les athlètes. Pour tous les athlètes, oui. Mettons tout le monde dans le même sac. Évidemment. Bon. Non mais moi déjà, je suis très étonné qu'il y ait deux Jeux Olympiques. Pour tous ces gens qui nous disent c'est la même chose, il faut que ce soit inclusif, mais on peut faire très exactement en même temps. Vous avez raison. Allez, c'est la proposition de Michel Onfray. Inclusif. Allez, merci beaucoup. C'est passé tellement vite cette première émission de Face à Michel Onfray. On se retrouve évidemment sur CNews et sur Europe 1.